Bonjour à tous, bienvenue sur EPS, enseigner la physique dans le supérieur. Alors pour répondre à des demandes d'étudiants, je vous fais donc une petite vidéo sur le circuit RLC en régime forcé. Alors j'ai supposé qu'il s'agissait d'étudier donc la résonance en intensité. Je ferai une remarque à la fin, hein, s'il s'agissait d'étudier la résonance en puissance, on verra que c'est exactement donc le même développement. Il suffira juste d'adapter donc le résultat final. Alors, pour faire ceci, je considère qu'à minima, il faut avoir comme prérequis donc une connaissance donc de la loi d'Émaille, donc ça va de soi, des différentes lois aux bornes donc des différents dipôles que nous allons rencontrer dans ce dispositif. Donc, aux bornes de R, ça c'est sans le dire, aux bornes de L, donc la relation entre la tension et les variations donc d'intensité, et aux bornes de C, donc la relation entre la charge et la tension entre ces bornes, mais qu'on peut transformer en une relation entre l'intensité et la dérivée temporelle de la tension entre les bornes du condensateur. Le diviseur de tension, on verra qu'il nous sera bien utile dans une deuxième partie, et la notation complexe qui nous sera aussi bien utile dans une deuxième partie. Alors, si on prend donc le circuit RLC, donc je n'ai pas dit ici, mais le circuit RLC série. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour essayer de gagner un petit peu de temps et de raccourcir la vidéo. Donc, la schématisation est des plus classiques, un générateur de tension. Alors, un générateur de tension sinusoïdal, ici j'ai imaginé, avec une expression dans R qui peut s'écrire, donc E de t est égal à E racine de 2 cosinus oméga t plus phi E. E représentant la valeur efficace, enfin le E majuscule, la valeur efficace de la tension E de t, puisqu'il s'agit ici d'un signal sinusoïdal. Et j'ai mis ici donc une phase à l'origine des dates, phi E, qui est a priori non nulle, de telle façon à bien voir ce que l'on aura à étudier par la suite. Donc une bobine, un condensateur et un conducteur ohmique en série. On va s'intéresser donc ici à l'intensité qui va circuler dans ce circuit série, donc qui est si le circuit n'est pas trop grand ou si les variations temporelles de la tension ne sont pas trop rapides, cette intensité sera la même à chaque instant partout dans ce circuit. Alors, je vous ai mis dans le petit tableau ici à côté, donc une deuxième colonne qui sera valable pour la deuxième partie, notamment donc les expressions dans C, donc cordée complexe, puisqu'on verra que pour résoudre l'équation différentielle, il sera bon de travailler donc dans C, ce qui va simplifier grandement donc les calculs qui seront à faire. Donc ici, je vous ai rappelé donc dans R les relations entre tension au bord de la bobine et variation temporelle de l'intensité. Donc ça, c'est une relation que vous devez connaître. I de t qui par définition est égal à dq sur dt, ce que je note toujours q point. Je rappelle que le point ici est la dérivée temporelle. Alors évidemment pour i je n'utilise pas le point puisqu'il y aurait ambiguïté avec le point du i, donc méfiance à ce type de notation quand même. Q est égal à C fois UC, donc pour l'armature positive du condensateur, ce qui fait que Q point, C étant une constante qui représente la capacité du condensateur, on aura donc une relation ici directe entre l'intensité et les variations temporelles de la tension aux bandes du condensateur. Et la fameuse loi d'Ohm pour le conducteur ohmique que chacun d'entre vous connaît très bien. Donc deuxième étape, donc la mise en équation. On va voir que cette mise en équation n'est pas très compliquée, c'est surtout sa résolution qui va nous poser, je dirais, quelques petits problèmes. Donc dans R, on peut écrire d'après la loi d'Émaille que la tension ici aux bornes du générateur sera égale à la somme des trois autres tensions UL plus UC plus UR. C'est ce que j'ai traduit ici en remplaçant directement UL par son expression issue du petit tableau. UC, je l'ai laissé tel quel parce qu'on voit bien qu'on n'a pas une relation directe entre UC et l'intensité. Et puis donc la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors la petite astuce ici, ce qui parfois gêne, enfin c'est parfois souvent, ça gêne donc les étudiants, c'est que il faut penser ici à transformer cette égalité et à dériver chacun des termes finalement de cette égalité. Quand on a une égalité donc entre deux fonctions ou des sommes de fonctions comme c'est le cas ici, on aura l'égalité qui va être conservée entre les dérivés. On applique la même opération de part et d'autre de cette égalité, et donc cette égalité sera conservée. Alors pourquoi la dérivée? Eh bien, vous voyez ici, dans le petit tableau, j'ai une relation entre UC point et l'intensité du courant électrique. Ici, je fais apparaître la tension au borne du condensateur UC, et si on en reste là, on est parfois un peu bloqué. Donc il faut prendre un peu de recul. Et je dérive donc une fois cette égalité et j'ai une relation entre les dérivés. Ce qui me fait apparaître, ce que j'ai surligné ici en jaune, UC point, et ça, UC point, c'est ce que je vais pouvoir remplacer par I sur C. Donc si on s'intéresse à l'intensité, on a tout intérêt à procéder de la sorte. Alors,
Si je reste dans R, alors je vais tout diviser par L ici, de façon à avoir un coefficient devant le terme le plus dérivé égal à 1. C'est une façon de mettre ça sous forme canonique, ou tout au moins un début. E point, donc la dérivée de la tension aux bornes du générateur, c'est la dérivée d'un cosinus oméga t, donc moins oméga sinus oméga t, évidemment plus la phase qui va être conservée, donc c'est ce que j'ai noté ici en dessous. Donc là, c'est la dérivée de E divisé par L, égale donc la somme des termes qui sont à droite ici, donc avec R sur L fois dI sur dt, plus 1 sur LC, 1 fois I, puisque UC, je l'aurais remplacé par I sur C ici. Donc voilà, enfin bref, on a une équation différentielle, c'est pas très compliqué de la retrouver, à condition, bien entendu, de penser à cette histoire de dérivée là pour nous simplifier un petit peu les calculs. Donc on voit bien que c'est une équation différentielle du second ordre, à coefficient constant, hein, et avec un second membre dépendant du temps, et c'est bien là que le problème arrive si on veut continuer à travailler dans R. Parce que si on veut continuer à travailler dans R, pour en faire la résolution, donc la troisième étape que je vais proposer de développer ici, il va falloir qu'on cherche une solution particulière à cette équation différentielle qui sera donc du même type, de la même forme que le second membre, c'est-à-dire on va devoir chercher une solution particulière qui va être une fonction effectivement sinusoïdale du temps. Donc on imagine bien, si on remplace I par une fonction sinusoïdale du temps, il va falloir une dériver une première fois, dériver une seconde fois, remplacer tout ça dans l'équation différentielle. Alors ça se fait, c'est possible, mais en termes calculatoires, c'est un peu pénible. Alors regardons un petit peu et développons un petit peu cette partie. Et je n'ai pas encore parlé effectivement de la solution de l'équation sans second membre, puisque la solution générale sera la somme de la solution particulière plus la solution de l'équation sans second membre. Alors, allons-y pour cette résolution. Alors, intéressons-nous, parce qu'on va voir qu'on va s'en débarrasser finalement assez vite avec des considérations physiques. L'équation sans second membre. Donc, le second membre, il est ici écrit donc en premier. C'est le terme en E point de t divisé par L. Donc ça, égale à 0, cette équation sans second membre. Donc 0 égale. Ici, donc, dérivée seconde de l'intensité par rapport au temps. Alors, je vais continuer de le mettre sous forme canonique, ça va me faciliter la vie pour donner les expressions. Le R sur L, souvent, on le remplace par 2 alpha. C'est une façon d'identifier. Alors, quelquefois, à la place de 2 alpha, on peut mettre oméga 0 sur Q. Donc là, ça dépendra des affinités qu'on a ou des habitudes que l'on peut avoir. Le 1 sur LC, si on y réfléchit bien, s'il n'y a pas de dissipation d'énergie dans la résistance, on va avoir ici un système purement oscillant. On aura donc un oscillateur harmonique. Donc en fait, le 1 sur LC, ça veut dire que c'est le carré de la pulsation propre. Donc là, on va poser 1 sur LC est égal à oméga 0 carré. Voilà. Donc ça, c'est l'équation sans second membre avec, donc forcément, donc 2 alpha qui est égal à R sur L et oméga 0 carré qui est égal à 1 sur LC, oméga 0, la pulsation propre de l'oscillateur harmonique correspondant, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de frottement. Et alpha, c'est un terme donc, qui va traduire l'amortissement. Alors, certains étudiants souvent demandent « mais pourquoi on pose 2 alpha » Tout simplement parce que dans la solution, on préfère avoir une solution sans facteur 2. Et quand on a une équation différentielle de ce type-là, eh bien, la solution de cette équation sans second membre, c'est alors que le système soit amorti ou pseudo-périodique, parce que vous avez appris qu'avec ce type d'équation différentielle, suivant effectivement donc l'amortissement, s'il était plus ou moins important, on avait quelque chose qui était rapidement amorti sans oscillation, ou alors on a quelque chose qui est toujours amorti mais avec des oscillations. Donc on parle de régime amorti, donc purement amorti sans oscillation, ça c'est le régime dit apériodique, sans période, et vous avez le régime pseudo-périodique qui va être amorti mais avec des oscillations. Mais toujours est-il que dans tous les cas, ici on a une solution qui va pouvoir s'écrire en mettant en facteur un exponentiel moins alpha t. Donc c'est ici le 2 alpha, ici c'est pour ne pas avoir de facteur 1,5 à cet endroit-là. Donc une solution en exponentielle moins alpha t, bien ça veut dire, si on y réfléchit physiquement, c'est un régime qui est transitoire finalement, qui risque de ne pas durer très longtemps,
puisqu'on voit que quand t tend vers l'infini, exponentielle moins alpha t, ben, ça va tendre ici vers 0. Hein. Et ce qui peut dire que ce régime transitoire, eh bien, au bout d'une certaine durée, alors, au bout d'une certaine durée qui peut être plus ou moins courte, hein, mais à partir du moment où il y a amortissement, ce ne sera pas quelque chose qui va être très long quand même, hein, d'un point de vue physique ici. Donc, au bout d'une certaine durée, on peut dire que la solution I de l'équation sans second membre, bah, finalement, celle-ci, elle va rapidement tendre vers 0, et on va pouvoir, si on néglige cette partie de régime transitoire, bah, considérer que la solution sans second membre est effectivement nulle. Alors, ça peut être quelques secondes, hein. Voilà. Donc, ce qui fait que pour l'équation sans second membre, bah, le tour est joué en fait, hein, de manière générale. Hein, c'est une partie transitoire qui dure en général pas très longtemps, ce qui fait que bah, ça ne se voit pas souvent, je dirais, quand on fait un enregistrement de l'évolution temporelle. Bien, alors, en régime permanent, parce que c'est bien ça qui va nous intéresser ici, parce qu'en général, une fois que le générateur de tension alternative sinusoïdale est branché, le régime transitoire est très rapidement amorti et il va nous rester ce qu'on appelle le régime permanent. Donc le régime permanent, c'est donc seule, je dirais, la solution particulière va avoir un rôle. Hein. Seule la solution particulière va rester. Donc seule la solution particulière donc restera. Je mets restera par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. Alors, cette solution particulière, comme je le disais tout à l'heure, elle est du même type que le second membre. Donc ici, on cherche une fonction sinusoïdale du temps. Ce qui veut dire que cette solution particulière, qui, si je néglige ce régime permanent, sera la solution générale de cette équation différentielle. Si elle est du même type que le second membre, on va avoir une fonction sinusoïdale que je vais pouvoir mettre sous la forme donc i racine de 2 fois cosinus oméga t plus phi i, alors plus phi différent de phi e, parce que ce n'est pas nécessairement en phase, notamment donc avec la tension E de t. Comme il s'agit donc de solutions sinusoïdales, la pulsation de cette solution particulière sera la pulsation imposée au final par le générateur, et on va regarder un petit peu comment se comporte cette intensité qui va pouvoir prendre donc ici une valeur efficace qui dépendra sans doute de la pulsation du générateur qu'on utilise pour alimenter ce circuit RC. Donc oméga, bon, ça c'est le régime forcé, hein, comme il est indiqué. Et puis ici, on va avoir une phase qui risque d'être différente de phi e. Donc on va, ici, dans cette expression, il y a deux inconnus finalement, c'est I, hein, la valeur efficace de cette intensité, et sa phase à l'origine des dates. Alors, à partir de ce moment-là, il y a donc un grand intérêt à travailler dans le corps des complexes. Alors tout simplement parce que dans le corps des complexes, hein, je vous rappelle que si on a une dérivée temporelle à calculer, donc z point complexe, eh bien ça revient à multiplier par j oméga, c'est-à-dire la dérivée d'un complexe est égale, alors dérivée temporelle, hein, pardon, d'un complexe est égale à j oméga fois z. Donc ça, on peut bien le voir dans le tableau que j'ai fait donc au début. Non, c'est pas ça que je dois modifier. Voilà. Le petit tableau de correspondance, hein, à la tension alternative sinusoïdale, on fait correspondre une grandeur qui va s'exprimer en exponentielle j oméga t plus phi e. Donc on se rend bien compte que si jamais on prend la partie réelle de cette expression complexe, on retrouve bien l'expression de la tension du générateur dans R. Hein. Donc ça veut dire qu'on ajoute une dimension, et vous verrez, c'est pas très contraignant d'ajouter cette dimension. Ce que l'on voit surtout là-dedans, c'est que ici j'ai une dérivée temporelle à calculer pour E. La dérivée temporelle d'une exponentielle j oméga t, ça revient à multiplier par j oméga, la grandeur qu'on a à dériver. Donc ici, je vous ai mis les correspondances des tensions donc aux bornes des différents dipôles dans C, hein, en utilisant ce que je viens de dire par rapport à la dérivée temporelle. Et c'est ce dont on va se servir ici, notamment pour la résolution de cette équation donc différentielle. Alors, si on regarde un petit peu, donc dans C, je vous rappelle, donc ça c'est l'avantage incontournable, hein, je dirais, de passer dans C. Donc forcément, si on dérive une fois,
on a une multiplication finalement par j oméga. C'est quand même beaucoup plus facile à faire qu'une dérivation. Si je dérive donc une deuxième fois, bah, ça veut dire que je vais encore multiplier par j oméga. Donc c'est une multiplication par j oméga au carré. Et une multiplication par j oméga au carré, forcément, ça revient à multiplier par moins oméga carré. Voilà, donc ça c'est le gros avantage. S'il y a quelque chose effectivement à retenir de la notation complexe, c'est que c'est ceci qui va nous permettre effectivement donc, de faire des calculs beaucoup plus simples. Alors allons-y, appliquons ça donc par exemple à cette ligne-là, donc la deuxième ligne, celle qui est juste au-dessus du cadre, E point est égal à L d2i sur dt2 plus UC point plus R di sur dt. Donc je transpose cette équation qu'on a obtenue donc, en écrivant la loi d'Émaille, et puis on verra une autre possibilité de faire ensuite. Donc si je transpose ça dans C, ça devient donc, alors la notation dans C, on peut mettre une barre en dessous qui signifie bien que nous sommes en train de travailler dans C. Donc si je réécris, alors c'est un petit peu inutile là, ma réécriture, mais c'est pour bien fixer les choses. Donc je recopie donc la relation que j'ai écrite avec la loi d'Émaille. Donc plus, alors à la place de UC point, allons voir dans le tableau au-dessus, ça je vais pouvoir le remplacer par I bar sur C dans C. Donc par l'intensité complexe sur la valeur de la capacité. Je vous rappelle que le courant d'intensité I qui traverse donc un condensateur va être relié à la dérivée temporelle de la tension aux bornes du condensateur par I égale C d de UC sur dt. Donc ici, on va voir I sur C plus donc R fois la dérivée temporelle de I par rapport au temps. Donc voilà l'écriture dans C, et moyennant ce que je vous ai rappelé au-dessus, eh bien ça veut dire que c'est strictement équivalent. Alors, à J oméga fois E complexe, c'est la dérivée temporelle du premier terme, égale, donc ici j'ai une dérivée seconde, donc ça revient à multiplier par moins oméga carré. Donc là, je vais avoir moins oméga carré L fois I complexe, plus I sur C, bon, bah ça reste tel quel, plus I bar sur C, plus R fois la dérivée temporelle de I, donc ça veut dire plus JR oméga fois I bar. On voit que l'intensité complexe peut être mise donc ici en facteur. On va mettre tout ça un petit peu en forme. Alors je vais faire un petit peu de travail de mise en forme, surtout par rapport à ce que je veux vous montrer par la suite. Alors, je mets I ici en facteur et je vais remplacer par son expression, donc I bar, donc l'équivalent complexe de I, c'est-à-dire I racine de 2 exponentielle J oméga t plus phi I. Si je transpose I en complexe, ici je vais transformer la fonction cosinus en exponentielle, c'est-à-dire je vais lui ajouter arbitrairement donc une partie imaginaire, et si je voulais récupérer donc I de t dans R, il suffit que je reprenne la partie réelle. Alors, je vais donc avoir, alors je vais y aller doucement, J oméga E bar, égale, donc tout ça, donc, ça va être facteur de I, donc j'ai ici donc 1 sur C moins L oméga carré, 1 sur C moins L oméga carré, donc ça c'est une première partie, facteur de I, plus JR oméga, voilà, et tout ça c'est facteur de I bar, et I bar, donc je vais pouvoir ici le remplacer par grand I, racine carrée de 2, exponentielle J oméga t plus phi I. Et je vais remplacer aussi donc E bar par son expression, donc E complexe, à voir dans le tableau que je présentais précédemment. Donc en fait, ceci c'est bien égal à J oméga, donc E complexe c'est E racine de 2, fois exponentielle J oméga t plus phi E. Donc, je vais m'intéresser donc à cette partie de l'écriture. On voit qu'il y a des racines de 2 qui peuvent se simplifier, on voit qu'on a une exponentielle j oméga t qui peut se simplifier également. Je vais simplement surligner les choses que l'on peut simplifier ici, donc exponentielle j oméga t, donc c'est le j oméga t qui va se simplifier ici. Le terme qui est ici entre crochets, je vais le faire passer de l'autre côté donc de l'égalité. J'ai l'impression d'avoir oublié un terme, non, pas du tout. Voilà. Ce qui nous donne donc finalement donc grand I, exponentielle J, alors exponentielle J phi, le exponentielle J phi E, je le fais passer à gauche de l'égalité, c'est-à-dire j'ai exponentielle J phi I
moins phi E. Ceci est égal donc à J oméga fois grand E divisé par tout ce qu'il y a ici donc entre crochets, c'est-à-dire une partie réelle, 1 sur C moins L oméga carré, plus une partie imaginaire qui est ici J R oméga. Bien, alors je vais faire une petite modification. J'ai un J oméga au numérateur, un J oméga au dénominateur. Bon, ça me plaît pas deux fois de trop. Ce qui fait que je vais tout diviser par J oméga, ce qui est strictement équivalent. Donc j'ai I exponentielle J fois la différence de phase entre l'intensité et la tension, finalement ici, égale, donc je vais garder E au numérateur. Je divise le tout par J oméga, numérateur et dénominateur. Donc si je divise par J oméga ici, la partie réelle va devenir grand R, hein, c'est cette partie-là qui va rester. Et puis je vais donc avoir ici donc plus donc toute cette partie donc divisée par J oméga. Donc divisé par J oméga, ça veut dire ici multiplié par moins J. Alors, ce qui veut dire que ici, je vais le garder puis je vais le distribuer à l'intérieur. Hein. Donc je vais avoir un terme en facteur donc J. Je vais changer le signe ici dans la parenthèse parce que j'ai divisé par J, ça veut dire que j'ai multiplié par moins J, donc le moins, je le distribue à l'intérieur de la parenthèse à la place de le mettre ici en facteur devant. Hein. Et donc il va me rester donc L oméga carré divisé par oméga, je n'oublie pas, donc ça fait L fois oméga moins 1 sur C oméga. Voilà. Je passe assez vite hein, sur ces petites modifications, ça vous allez très vite vous y retrouver à ce niveau-là. Donc ici, j'ai une grandeur complexe à gauche, qui est finalement donc un module exponentiel, un argument. Donc ici, pour cette grandeur complexe, là j'ai bien le module. Et dans l'exponentiel, hein, ici on a ce qu'on appelle l'argument. Donc à gauche de l'égalité, j'ai un complexe qui est égal à droite de l'égalité à un autre complexe. Un complexe qui est mis sous une autre forme, qui est mis sous le rapport de deux nombres complexes finalement, un au numérateur grand E qui est seulement une partie réelle, et un au dénominateur qui peut s'écrire sous la forme A plus J fois B, donc un complexe écrit d'une autre manière que le module exponentiel d'argument. Mais toujours utile qu'il y ait égalité entre les deux, ce qui veut dire qu'il y a égalité entre les modules et égalité entre les arguments. Donc on voit que là c'est assez intéressant parce que ça veut dire que de cette égalité, et j'en dirai deux mots après pour retrouver ça d'une façon beaucoup plus rapide, c'est que le module du complexe qui est écrit à gauche est égal au module du complexe qui est écrit à droite. Donc le module d'un rapport est égal au rapport des modules. Ça veut dire que I est égal au module du numérateur, comme c'est un réel, c'est uniquement E, sur le module du dénominateur, donc le module du dénominateur, hein, pour un complexe qui s'écrit sur la forme A plus JB, c'est racine carrée de A carré, donc ici notre petit a c'est R, plus B carré, donc c'est-à-dire plus L oméga, moins 1 sur C oméga, tout ceci au carré. Bon, ça c'est déjà un gros travail d'effectuer, ça veut dire que je connais ici donc la valeur efficace de l'intensité, et on voit que celle-ci dépend de oméga, c'est-à-dire la pulsation qui va être imposée par le générateur. Donc l'intensité dans le circuit va dépendre de la pulsation imposée par le générateur. C'est de là qu'on va pouvoir parler effectivement de ce phénomène de résonance. Pour l'argument, donc l'argument c'est phi I moins phi E, hein, c'est ce que j'ai entouré en rouge ici. Donc l'argument d'un rapport, c'est l'argument du numérateur, donc l'argument d'un réel c'est 0. Donc 0 moins. L'argument du dénominateur, et l'argument du dénominateur, c'est l'arctangente de B sur A. Donc ici, moins arctangente, alors B c'est L oméga moins 1 sur C oméga, divisé par A, donc divisé par R. Donc c'est l'arctangente de 1 sur R, facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Voilà. Ce qui veut dire que là aussi, on a une différence de phase entre l'intensité et la tension du générateur qui va dépendre effectivement donc de oméga. Alors, on va étudier ces fonctions après. Je vais faire donc d'abord une petite remarque. Alors, est-ce qu'on avait besoin de faire tout ce type de calcul ou est-ce qu'on aura pu retrouver ça beaucoup plus rapidement?
Alors, regardons un petit peu le circuit. Nous avons donc recherché une solution particulière, hein, donc pour un régime permanent, qui devait être donc une fonction sinusoïdale du temps. Bien, j'aurais peut-être pu ici, donc, sachant cela que le régime transitoire était donc passé, si on cherche une solution sinusoïdale, je peux utiliser donc la notation complexe tout de suite sur le circuit, c'est-à-dire que ce circuit ici, je pourrais très bien donc dire que ici donc au final, pour la petite remarque, que j'ai une tension complexe E de T, un courant complexe I de T, donc une tension complexe UL aux bornes du condensateur, de la bobine et de la résistance. Et quand j'écris ça, je pourrais, si je m'intéresse à l'intensité, je sais que la tension UR ici est proportionnelle à l'intensité, hein, c'est R fois I, que ce soit en complexe ou en réel. Et je pourrais donc écrire la fonction de transfert ou ici utiliser tout simplement le diviseur de tension pour exprimer UR. On voit que UR, si on utilise le diviseur de tension, c'est la tension du générateur fois l'impédance du conducteur ohmique, c'est-à-dire R, sur la somme des impédances puisque ces trois éléments sont en série. Donc, si je fais cela, hein, à la place d'utiliser la loi des mailles, je passe directement donc dans C dès que j'ai fait le circuit. Après, reste à savoir s'il fallait justifier ou pas que le régime transitoire était terminé. Hein. Donc, dans C, d'après le diviseur de tension, eh bien, vous allez avoir directement la tension UR complexe qui va être égale donc à E complexe multiplié par l'impédance du conducteur ohmique sur la somme des impédances. L'impédance d'une bobine, c'est JL oméga. L'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur J C oméga, autrement dit, moins J sur C oméga. Ici, j'ai mis le J en facteur. Et nous avons donc ici cette relation d'après le diviseur de tension. D'après la loi d'Ohm, UR, eh bien, c'est R fois l'intensité complexe. Hein. Donc, ça veut dire que ici, assez directement, nous allons avoir que l'intensité complexe est égale à 1, si on divise par R ici, sur R plus JL oméga moins 1 sur C oméga. Et si je regarde un petit peu ça, donc l'intensité complexe ici, peut s'écrire sous la forme I exponentielle J phi I moins phi E. Hein, ça, c'est bien l'intensité complexe qui va être ici. Alors, pardon, j'ai oublié le petit E, hein, autant pour moi. Je me disais bien qu'en exprimant ça, il manquait quelque chose avec le oméga. Voilà. L'intensité complexe, donc on aura ce rapport-là. Alors, avec le racine de 2 et l'exponentielle j oméga, hein, mais la tension complexe E, comme on l'a fait ici, hein, si je le remplace par grand E exponentielle j oméga t plus phi E, alors, je peux l'écrire pour donc grand E ici, ça n'est rien d'autre que E racine de 2 exponentielle j oméga t plus phi E, exactement comme ce qui a été écrit au-dessus. Et ici, l'intensité complexe, grand I, racine carrée de 2, exponentielle j, oméga t plus phi I. On a les mêmes simplifications que tout à l'heure, le fameux racine de 2, le fameux exponentielle j oméga t, et on va donc ici, à partir de là, retrouver directement ce que j'ai écrit juste au-dessus, après avoir fait effectivement quelques transformations pour que ça soit bien reconnaissable. Donc vous voyez, bon là, ça va du coup assez vite. Si on travaille directement dans C, on retrouve les expressions de l'intensité efficace qui dépend donc, de oméga, donc cette expression-ci, et l'expression de la phase, ou de la différence de phase, on peut dire ici, donc entre l'intensité et la tension du générateur. Bien, alors c'est ça qu'il faut effectivement étudier. Alors on va s'intéresser, je dirais essentiellement à l'intensité donc efficace ici. Donc si on en fait un petit peu l'étude, donc là on arrive, je dirais quasiment donc à l'interprétation de ces résultats. Hein. Donc là il faut effectivement
faire parler un petit peu ces équations. C'est ce que j'appelle donc ici l'interprétation. Alors, si on analyse un petit peu, donc je vais m'intéresser d'abord à l'intensité efficace. Bien, on voit que ça dépend de oméga, donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe pour oméga, en fonction des variations. Donc la valeur de l'intensité efficace lorsque oméga tend vers 0, je vais utiliser cette notation-là puisqu'elle me permet d'écrire de façon très écourtée. Donc si oméga tend vers 0, le premier terme dans l'expression de l'intensité efficace ici, L oméga, donc ça tend vers 0. Par contre, 1 sur C oméga, pardon, ça tend donc ici vers l'infini. Donc on va avoir ici un dénominateur qui va tendre vers l'infini, donc ici numérateur sur dénominateur qui va tendre vers 0. Donc si oméga tend vers 0, la valeur de l'intensité efficace tend vers 0. Et comme dans l'expression de cette intensité, vous avez une fonction L oméga et une fonction 1 sur C oméga, mais en fait, quand ça va tendre vers l'infini, il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à l'infini, cette intensité, effectivement, va tendre vers 0 aussi. Alors, quand est-ce qu'on a l'intensité maximale? Parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, si ça tend vers 0 à l'infini, ça tend vers moins l'infini, donc ici, si ça tend vers 0 et en plus infini, pardon, il y aura sans doute une valeur extrémale entre les deux, et on se rend bien compte qu'ici, ça sera une valeur maximale, puisque la grandeur intensité efficace est une grandeur positive. Eh bien, ce rapport sera maximal si le dénominateur est minimal, et dans le dénominateur, si vous regardez, la partie variable qui dépend de oméga, c'est quelque chose qu'on ajoute à R au carré, donc il faut absolument que cette partie-là soit nulle, c'est-à-dire que si on regarde cette partie qui est nulle, le L oméga moins 1 sur C oméga est nul, eh bien si oméga est égal à 1 sur racine de LC. Donc on a Imax pour une valeur particulière de oméga, et cette valeur particulière de oméga, donc 1 sur racine de LC, j'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, mais ça c'est justement la pulsation propre de l'oscillateur harmonique qui ne serait constituée que de L et de C. Donc on peut l'appeler oméga 0. Et cette valeur maximale, bien, on peut la calculer facilement, puisque c'est quand la partie imaginaire finalement est nulle, et ça nous donne E sur R. Voilà. Alors, quand on a ceci, là, je ne fais pas une étude totalement complète, c'est essentiellement pour bien comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'on sait que la valeur efficace, c'est une fonction de oméga. Quand oméga est nul, l'intensité est nulle, donc on a des valeurs particulières ici. Quand oméga tend vers l'infini, l'intensité tend vers 0. Et entre deux, pour la valeur particulière oméga est égal à oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC, et bien là on a une valeur maximale de l'intensité qui vaut ici E sur R. Donc on va voir une courbe qui aura cette allure-là, avec une tangente horizontale à cet endroit, et quelque chose qui va tendre vers 0, plus oméga va être grand. Ce qui veut dire que pratiquement, si vous alimentez ce type de générateur, ce type de circuit avec un générateur à certaines fréquences, eh bien vous pouvez avoir aucun courant électrique si la fréquence est trop élevée, aucun courant électrique si la fréquence est trop faible, et vous avez ici donc ce qu'on appelle une résonance en intensité, c'est-à-dire une intensité maximale pour une fréquence bien particulière, et on voit que cette fréquence particulière, c'est oméga 0, c'est la fréquence ici donc propre du circuit, et c'est pour cette fréquence particulière que l'intensité sera maximale dans le circuit. Alors, on pourrait regarder et avoir donc le même genre d'étude avec la différence de phase. On ne va pas le faire pour économiser un petit peu de temps, notamment sur la vidéo. Mais on voit qu'on a la même étude ici en regardant ce qu'il y a donc entre parenthèses avec des tendances pour oméga tendant vers 0 et oméga tendant vers plus l'infini. Et on aura une valeur ici donc du déphasage particulière lorsque oméga sera égal à oméga 0, c'est-à-dire qu'on va avoir l'arc tangente de 0, et l'arc dont la tangente ici vaut 0, c'est 0, c'est-à-dire que lorsque oméga est égal à oméga 0, l'intensité et la tension seront en phase, c'est bien une particularité du circuit résonant. Alors, dernière petite remarque avant de s'arrêter pour cette démonstration,
Bien souvent, on s'intéresse à la résonance en puissance, hein, c'est quelque chose qui physiquement est très important. L'intensité ici, c'est l'intensité efficace qui traverse le conducteur ohmique. Si on a une puissance qui est fournie à ce conducteur ohmique, elle sera totalement dissipée par effet Joule. La puissance dissipée par effet Joule par un conducteur ohmique est en RI carré, hein, ce qui veut dire qu'il y aurait simplement donc la résonance en puissance. À la place de petit i, si on mettrait donc la puissance P, on aurait le même type de courbe. La valeur maximale pour la puissance, le P max, il faudrait que j'élève ça au carré, donc E carré sur R au carré multiplié par R. Donc on aurait une puissance max qui serait en E carré sur R. En fait, on aurait strictement donc la même allure pour cette courbe. Bien, bon, voilà pour le circuit résonant, le circuit RLC, donc série, avec donc cette interprétation qui est finalement donc l'étude des courbes et essayer de dire un petit peu ce qui se passe dans ce type de circuit. On peut s'en servir notamment comme filtre fréquentiel, hein, pour sélectionner les fréquences qui sont autour de oméga 0, mais on peut aussi s'en servir pour d'autres utilisations et notamment pour regarder un petit peu quand est-ce qu'on a la puissance maximale qui est transférée, par exemple, à un résistor. Bien, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vos révisions. Et je tâcherai donc d'en faire d'autres en essayant de répondre aux demandes successives que je peux avoir ces derniers temps. À bientôt sur EPS.